Ce 8 mai est un anniversaire particulier pour la France. Nous célébrons les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La commune de Sambin, dans le Loir-et-Cher, a décidé de voir les choses en grand avec une grande fête de commémoration où l'armée de terre, de l'air et de l'espace, la marine nationale et la gendarmerie sont présents. Et avec une attention particulière donnée à la jeunesse puisque les jeunes Sambinois prennent part à cette journée de commémoration. Nous sommes aujourd'hui au sein du collège Le Prieuré de Sambin avec plusieurs élèves, avec aussi le chef de l'établissement, Vincent Le Floïc, un descendant de prisonniers de guerre sambinois, un représentant des cadets de la gendarmerie, un sous-marinier du sous-marin nucléaire lanceur d'engins SNLE Le Terrible. Également avec nous une parent d'élèves, parents qui ont été très impliqués dans ce projet. Alors bonjour à tous, merci d'être avec nous. Je vais d'abord me tourner vers Monsieur Lefer. Vous êtes représentant des anciens prisonniers de guerre, vous êtes descendant vous-même d'un prisonnier de guerre de Sambin, c'était votre papa. Il me semble qu'à Sambin on compte 40 prisonniers qui ont été identifiés dans la commune de Sambin. Alors c'est votre papa qui vous a parlé de sa captivité ? Oui, absolument. Clairement, ça a été une période extrêmement difficile pendant ces 5 années où il a été fait prisonnier sur la plage de Dunkerque. Tout le monde devrait connaître ce qui s'est passé à Dunkerque le 3 juin 1940. Et il a été fait prisonnier là. Et ensuite, il était bien sûr parti à pied en Allemagne. Pendant 5 semaines, ils ont marché, ils ont fait du train et il a vécu sous les bombardements pendant 4 ans sur les 5 ans pour revenir, avoir vécu des années extrêmement compliquées. Il en parlait, il n'y avait pas de tabou ? Alors, il en parlait, mais peu. En fait, on a eu la chance, et c'est pour ça que j'ai pu témoigner, on a eu la chance de retrouver deux livrets où il avait tout consigné depuis le jour où il a été fait prisonnier jusqu'au jour de sa libération. Et ça a permis de comprendre ce qu'il a vécu, comment il l'a vécu, ce qu'il a subi. On a appris des choses qu'il ne nous avait bien sûr pas dit. On savait qu'il avait connu les bombardements quasi tout le temps. On savait qu'il était passé sur un pont à Cologne 1 minute avant qu'il saute. Ça a été très difficile. Par contre, une chose importante qu'il a vécue, c'est qu'il a tracé des liens extrêmement forts avec 3 de ses camarades, parce qu'il disait toujours camarades. Tous les prisonniers, c'était des camarades. Et le mot était très fort. Et il a lié amitié avec 3 d'entre eux. Et ils sont restés avec une amitié extrêmement forte jusqu'à la mort de tous. Et d'ailleurs, c'était plus fort que la famille. Et nous, les enfants, moi j'avais un qui était mon parrain, l'épouse de l'autre qui était ma marraine. Et on les a connus, c'était plus fort que la famille pratiquement, pour dire un petit peu les liens qui s'étaient traités. Dans quel état d'esprit on est quand on réalise que son papa était un prisonnier de guerre ? Est-ce qu'on s'en rend compte ? On a du mal à s'en rendre compte, tellement ce qu'il a vécu a été difficile. Le regret que l'on peut avoir, c'est que, ne sachant pas complètement ce qu'il a vécu, on n'a pas posé beaucoup de questions. Et on était plus jeunes. Et ça, c'est un regret ? Et oui, bien sûr, parce qu'on était plus jeunes. Donc c'est pour ça que ce matin, il y a le témoignage qui a été donné aux enfants, de dire surtout n'hésitez pas à poser des questions à vos parents, à vos grands-parents sur un certain nombre de choses. Bien sûr, c'est plus le problème de prisonniers de guerre, mais il y a autre chose qui construit la vie et il faut surtout pas hésiter à demander des témoignages. On l'a pas fait suffisamment. Heureusement, moi j'avais des écrits. Des témoignages très très précieux et justement Absolument. Dans ces écrits, alors on ne peut pas tout dire, mais qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans ce que vous avez lu de l'expérience de votre papa ? Il y a bien sûr, toute la difficulté, je dirais, du quotidien qui était vraiment très dur. Mais il y a des choses, toutes simples, dont on ne s'imagine pas la force. Il était coupé de toute information vis-à-vis de sa propre famille. Et donc, les premiers prisonniers à avoir eu des nouvelles de leur famille, il a fallu attendre 3 mois. C'était seulement les enfants qui étaient de l'autre côté de la ligne de démarcation, donc qui étaient en zone libre. Donc là, les courriers commençaient à arriver. Lui, il a eu une première nouvelle au bout de 5 mois et demi. Et donc pendant 2 mois et demi après la première lettre arrivée, il attendait. Et le jour où il l'a eu, il s'est dit mais est-ce que je dois l'ouvrir ? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Et ils ont vécu
tout le temps dans l'attente des courriers puis des colis. C'était ça un peu leur raison de vivre, parce qu'à côté, il y avait vraiment pas grand-chose en fait. Hein. Et comme ils mangeaient très mal, une boule de pain à 4 et une soupe, donc ils s'accrochaient à ces lettres en fait, hein, et aux nouvelles de son frère qui était aussi prisonnier, mais qui en fait a pu s'en sortir plus vite en fait. Très bien, merci beaucoup Monsieur Lefer. Je vais me tourner sur la personne qui est juste à votre droite. C'est Alissa, vous êtes une élève de 6e et ambassadeur de la classe défense. Et vous avez pu justement écouter les témoignages de ses descendants, c'était ce matin. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce que vous avez entendu, Alissa? Ce que j'ai retenu, c'est que souvent c'était des parents, des pères surtout, qui partaient à la guerre et beaucoup finalement ont été prisonniers. Et ce qui m'a marqué, c'est que beaucoup ont été bombardés sans vraiment de nouvelles de leur entourage. C'est ça, c'est le fait de ne pas avoir de nouvelles. Ce dont un peu parlait Monsieur Lefer, c'est d'attendre ces lettres finalement. Oui. Est-ce que c'est comme ça que vous imaginiez finalement qu'un prisonnier de guerre pouvait être? Un peu, mais je pensais pas qu'il était arrêté dans les terres agricoles. Je pensais plus au niveau des trains, etc. C'est-à-dire, comment ça, vous pensiez qu'ils étaient enfermés dans des trains? Non, qui travaillaient surtout au niveau des trains, sur les rails, et voilà. Vous avez pu entendre plusieurs témoignages ce matin? Oui. C'était qui, par exemple, qui vous a parlé? Sans dire leur prénom, hein, mais... C'était des enfants, du coup, d'anciens prisonniers? Non, c'était leurs enfants. Leurs enfants? Des femmes, des hommes? Oui, les deux. Il y avait les deux, ouais. Vous avez aussi rencontré, vous avez pu échanger avec les cadets de la gendarmerie. C'est quoi ça? C'est une association à côté de la gendarmerie. Ça n'est pas partie de la gendarmerie, enfin, je crois. Et... Qu'est-ce que vous avez retenu de vos échanges avec eux? Qui font beaucoup d'activités et qui font que 2 semaines par an. Je pensais que ça aurait été plus. Major Barré Romaric, vous êtes justement un représentant des cadets de la gendarmerie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez pu parler donc du coup un petit peu avec ces jeunes. Quel est le rôle de ces cadets? Alors merci pour nous inviter à cette table et cette émission. Donc les cadets de la gendarmerie interviennent dans un deuxième temps du SNU. C'est leur mission d'intérêt général et c'est des jeunes donc, qui choisissent une structure associative ou encore un uniforme, ici en l'occurrence les cadets. Et les cadets sont, comme le disait la jeune fille si bien, c'est une association avec un secrétaire, un président, et qui ne reçoit pas de fonds de la gendarmerie, mais elle nous propose des personnels ou des structures pour pouvoir présenter aux jeunes un petit peu les missions de la gendarmerie, et surtout, dans le cadre de cette mission d'intérêt général, c'est de pousser les jeunes à la culture de l'engagement. Donc c'est vraiment l'objectif, que les jeunes adultes ensuite, dans leur vie active ou dans un engagement ponctuel, puissent découvrir et venir en aide à la société. Ces valeurs de l'engagement, est-ce que vous diriez qu'elles touchent ces jeunes? Oui, elle touche. Alors c'est aussi une valeur intrinsèque de la gendarmerie parce que par définition, on est engagé quand on porte l'uniforme. Et ces jeunes, ils sont engagés en ce sens où ils donnent du temps sur des périodes de vacances. Ce ne sont que des moments où ils sont libres, ils ne sont pas détachés de cours. Et ils s'engagent aussi par leur activisme, parce qu'on travaille sur des sujets de prévention, où ils sont un petit peu à l'origine de maquettes. Cette année, ça a concerné les préventions conduites addictives liées aux stupéfiants. Et dans le cadre de cette réflexion, ils venaient aussi à distribuer, lors de contrôles de police de la route, des petits flyers qu'ils avaient réalisés pour sensibiliser les automobilistes. Et lors de ces échanges avec les élèves ce matin, est-ce qu'ils semblaient réceptifs à ce que vous disiez? Les enfants? Les enfants, oui. Oui, beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on vous a posé par exemple comme question?
Alors, il pouvait y avoir un amalgame entre la tenue des cadets et le rôle précis des cadets. L'amalgame, c'était de croire que c'était des militaires, ce qui n'était pas le cas. D'où l'étonnement de faire que 15 jours dans l'année, puisque c'est très défini. Hein, c'est 12 jours de mission d'intérêt général ou 84 heures. On ne peut pas faire plus. Même si les temps de cérémonie comme aujourd'hui ou des cérémonies à l'Arc de Triomphe pour le ravivage de la flamme ont donné lieu à des jours en extra. C'est ce genre de questions un petit peu, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y apprend, est-ce que c'est quelque chose qui aussi peut-être peut faire naître des relations amicales? C'est important, c'est ce qu'on essaie de leur dire aussi, c'est que ça fait naître un esprit de cohésion. Et c'est ce qu'on recherche aussi dans la société, c'est peut-être un peu plus de cohésion sociale. Et je crois que les cadets sont un bon marqueur, et un bon tremplin pour ces valeurs. Très bien, merci beaucoup Major Barré et Romaric. Je vais maintenant me tourner vers une autre jeune fille de ce collège. Cette grande fête, elle a commencé avant le 8 mai, elle a commencé dès le 7 mai. Justine Chapelot, vous êtes une élève de 5e avec option cadet de l'histoire et du patrimoine. Vous avez rencontré ce mercredi 7 des militaires et surtout des membres de l'équipage du sous-marin Le Terrible. Alors, c'était incroyable. Oui, ils sont en uniforme, donc ça stresse un peu quand on fait la visite, mais sinon, c'est des personnes comme les autres. On a pu leur poser quelques questions et c'était très bien. Comme quoi comme question? Qu'est-ce que vous avez appris? Alors moi, par exemple, j'ai posé cette question, comment ils mangent? Et ils m'ont dit qu'ils avaient 2 cuistots, un boulanger et 2 salles où il y a des grands frigos. Et il reste 70 jours sous l'eau. 70 jours? Oui. Est-ce que vous pensez que vous pourriez rester 70 jours sous l'eau? Je sais pas, mais je pense peut-être si j'avais que ça à faire, oui. C'est un peu dur de le dire. C'est un peu dur de le dire. Non, comme mais dans le Je sens où si je devais vivre comme ça, je le ferais. Est-ce qu'on a de la chance d'avoir un sous-marinier juste à côté de nous? Est-ce que vous auriez une ou deux questions à lui poser que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de lui poser ce matin? Je sais pas quelles questions poser parce que ils ont répondu un peu à mes questions. Donc, C'est le maître principal Quentin que nous avons avec nous, membre de l'équipage rouge donc du sous-marin nucléaire lanceur d'engins le Terrible. On compte 4 SNLE en France, ils sont basés dans la rade de Brest. Merci d'être avec nous. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Donc moi je suis le maître principal Quentin, ça fait 12 ans que je suis dans la marine, je vais avoir 30 ans. J'ai 16 000 heures de plongée sur sous-marin et je suis atomicien de propulsion navale. Vous êtes quoi? Atomicien de propulsion navale. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, à bord de tous les sous-marins, on a une réplique à l'échelle réduite d'un réacteur nucléaire, donc comme chez EDF. Et c'est ce réacteur nucléaire qui va assurer la production d'électricité et la propulsion pour le sous-marin. Donc c'est très spécifique. Qu'est-ce qu'on fait comme étude pour faire ce métier? Alors c'est un métier un peu particulier, donc c'est ouvert à tout le monde. Moi par exemple, j'ai un BEP Bac Pro en maintenance et j'ai réussi à suivre ce cursus. Donc c'est un cursus qui est propre à la marine, il faut être engagé déjà initialement dans la marine et avoir une spécialité. Et ensuite c'est une formation de 2 ans. Il y en a une partie à Saint-Mandrier qui est notre école pour les mécaniciens. Une école à Cherbourg, on va apprendre le socle commun pour tous les atomiciens. Et ensuite dans notre école de pré-embarquement à Brest, où on va apprendre les spécificités du porteur. Vous nous avez parlé de 16 000 heures sous l'eau, c'est ça? Oui, exactement. C'est quoi la plus grande difficulté? Alors la plus grande difficulté, c'est peut-être l'éloignement avec la famille, parce qu'on on peut partir très longtemps, donc ça c'est une notion à avoir bien en tête. Et vous ne pouvez pas communiquer? Alors la particularité des SNLE, c'est que ça marche que dans un sens, donc il n'y a que les familles qui vont nous envoyer des nouvelles. On a le droit toutes les semaines à 40 mots, qui sont plus ou moins relus et plus ou moins modifiés. Et voilà pour cette partie. Donc ce que vous nous disiez, donc la plus grande difficulté c'est d'être loin, peut-être aussi d'être dans un espace restreint avec toujours les mêmes personnes, ça pèse pas un peu sur le moral? Alors ça peut sembler être une contrainte, mais c'est aussi principalement notre force. Dans tous les équipages de la marine, on est un petit peu tous soudés. Et sur les équipages de sous-marins encore plus, parce que c'est vraiment notre deuxième famille. Pour donner un exemple d'idée, il y a des années où on passe plus de temps avec les membres d'équipage qu'avec notre propre famille. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à maintenir une bonne cohésion dans notre bateau. Il n'y a jamais de stress de se dire là on part pour plusieurs semaines sous l'eau. Non, vous y allez toujours avec le sourire ou des fois il y a un peu d'appréhension? Alors la particularité du sous-marin, c'est qu'on est tous volontaires pour servir à bord des sous-marins.
Donc après, c'est notre travail. Quand on nous demande de partir en mer, on est obligé de le faire et évidemment, on le fait avec le sourire. Est-ce que vous auriez peut-être un de vos plus beaux souvenirs à nous partager aujourd'hui ? Alors mon plus beau souvenir, c'est quand j'étais sur sous-marin nucléaire d'attaque et qu'on a traversé le canal de Suez. Donc là, ça se fait, le sous-marin est en surface, il est dans le canal de Suez et on avait le droit d'aller sur le pont pour voir ce qui se passait. C'était un très beau souvenir. Donc vous êtes sorti du sous-marin ? Exactement. D'accord. Et juste très rapidement, vous pouvez nous rappeler peut-être la différence entre un sous-marin d'attaque et un sous-marin nucléaire lanceur d'engins ? Alors les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ils sont basés à Brest, comme ça a été dit. Ils ont une mission et une seule mission, donc c'est d'assurer la permanence à la mer de la dissuasion nucléaire. Donc ça va être par la mise en œuvre des missiles balistiques pour défendre les intérêts vitaux de la France. Alors que les sous-marins nucléaires d'attaque ont des missions d'escorte vis-à-vis des autres bateaux de la force d'action navale. Ils font également du renseignement sur zone et tout ce qui va être mis en œuvre des nageurs de combat. J'ai dit vous êtes membre de l'équipage rouge, c'est qu'il y a une autre couleur ? Oui, il y a les bleus. Et alors pourquoi il y a deux équipages de couleurs ? Donc en fait, ça va permettre de se relayer. Donc l'année va être découpée en deux. On aura le sous-marin à charge la moitié de l'année. Et donc c'est un rythme de fonctionnement qui permet de maintenir la permanence à la mer de nos sous-marins. Très bien, donc merci beaucoup maître principal Quentin. Des élèves de Saint-Bain donc, ont pu rencontrer des militaires, des hommes, des femmes du terrain, mais ils ont pu aussi un peu expérimenter et se mettre à leur place quelques instants, notamment sur le temps du midi. Alors je vais me tourner vers vous, Armelle et Florentin, vous êtes deux élèves de 5e. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier pour ce repas à midi ? C'était surtout des repas, des rations militaires qu'on n'a vraiment pas l'habitude de manger. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que c'est une ration militaire ? Il y avait par exemple des saucisses avec des pâtes. Ça va, t'as l'habitude d'en manger ça, non ? À moitié, oui. C'était froid parce qu'on ne savait pas qu'il y avait un micro-ondes. Comment ça se présente une ration militaire ? C'est dans une petite boîte ? Comment c'est ? Oui, c'est comme les boîtes de maquereau, c'est en conserve. Et du coup, il y avait un plat, il y avait aussi un dessert ou alors c'est que du... Non, il y avait un plat, un dessert et une entrée. Tu veux nous en parler aussi peut-être ? Les rations militaires sont très bien appropriées. Je pense qu'elles nourrissent bien nos défenseurs de nos terres. Ça va, c'était copieux, vous aviez plus faim ? Ça allait. Un petit peu alors ? Un petit peu. C'est ce à quoi vous vous attendiez ? Pas vraiment. Vous pensiez qu'ils mangeaient quoi ? Juste du pain ? Beaucoup plus de boîtes de conserve que des plats préparés ? Oui. Et justement, on en parlait un petit peu sur le repas sur le sous-marin. Vous avez parlé de cuisine, ça vous confirmez ? Donc vous avez des grandes cuisines dans les sous-marins ? Donc oui, tout à fait. Donc comme ça a été dit, on a 2 cuisiniers qui sont dédiés à préparer les repas donc pour l'équipage et l'état-major. On a également un boulanger qui tous les jours fera du pain frais et des viennoiseries. Et après, on a ce qu'on appelle le service commissariat, donc qui est le service qui est dédié à l'aménagement donc de la nourriture et des repas au sein de l'équipage. On prend pas de poids quand on part en sous-marin ? Alors si on fait pas attention, on peut prendre un peu de poids, mais du coup, la plupart des membres d'équipage, on fait quand même beaucoup de sport à bord pour justement éviter de rentrer un peu trop lourd. Très bien, merci beaucoup Armelle et Florentin. Donc vous avez pu un peu tester sur le repas de midi. Vous avez donc pris des rations militaires. Vous allez aussi aller voir des véhicules militaires, il me semble, cet après-midi. Qu'est-ce que vous allez faire ? Racontez-nous. Cet après-midi, nous allons être à bord de voitures militaires de différentes sortes qui servent plus ou moins souvent. De très vieilles voitures. Vous avez pu les voir ? Oui. Alors à quoi ils ressemblent ? Ils ressemblent... On les entend un peu rugir là. Ils ressemblent à des 4x4 ouverts. Il y a des voitures aussi fermées, évidemment, sans armes, mais avec tous les coffres pour les armes et tout ça. Ça vous impressionne un petit peu ? Oui. Vous avez hâte de monter dedans ? Oui. Vous allez demander à conduire ? Non. Pas. Dommage, moi j'aurais demandé. Vous avez fait plusieurs ateliers aussi ce matin, alors qu'est-ce que vous avez fait ? Beaucoup d'activités, par exemple les acrostiches ou les mini-parachutes. C'est quoi les mini-parachutes ? Ils ont confectionné des mini-parachutes qu'ils ont représentés avec des cobayes, comme la voiture qui est là. Mm-hmm. Ils ont aussi fait une église, l'église Sainte-Marie,
et avec en Lego avec un parachute dessus. Et vous avez pu participer à une chorale aussi ? C'était quoi ça ? La chorale, nous avons répété devant le monument aux morts de Sambin avec notre professeur de musique. Nous avons fait plein d'autres activités, comme nous avons fait des fresques collectives, des dessins de la paix. C'est quoi des dessins de la paix ? Des dessins de la paix, c'est un dessin... C'est avec un animal dessus ? Oui. C'est quoi comme animal ? Un colombe. Une colombe ? Oui, une colombe. Okay. Et sur les fresques, les fresques, je n'y étais pas, donc je ne sais pas ce que c'est. Vous aviez d'autres ateliers ? Oui, nous avions la ligne de démarcation, nous avons appris où était la ligne de démarcation, quand, comment les résistants faisaient passer des militaires, des résistants, des prisonniers et plein d'autres personnes. Très bien, je vais me tourner maintenant vers notre 12e régiment des cuirassiers qui est au bout de la table. Je voulais parler un petit peu, notamment devoir de mémoire et souvenir 80 ans après la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on en parle encore ? Oui, on en parle encore, évidemment. Là, le 12e régiment de cuirassiers a été représenté, qui est basé à Olivet, a été représenté à Orléans, mais aussi dans plusieurs communes du 41, pour justement entretenir ce devoir de mémoire et continuer à célébrer et à penser surtout aux anciens combattants, ce qui est toujours très important. Et cette notion de devoir de mémoire, elle est présente ? Vous pensez que ça s'échappe un petit peu ? Je ne pense pas que ça s'échappe, puisque en étant avec le statut de militaire et notamment moi de réserviste, je vois qu'il y a un certain nombre de jeunes notamment qui s'engagent aujourd'hui et qui ont ce devoir de mémoire et qui s'engagent notamment pour cela. Certains qui ont eu des premiers contacts d'ailleurs militaires en allant à des cérémonies et en accomplissant leur devoir de mémoire. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose qui se perde, peut-être que ça ralentit, mais je ne pense pas. Vous discutez des fois avec des jeunes justement pour leur en parler ? Oui, tout à fait. En tant que réserviste, on essaye régulièrement de recruter et de faire venir des différents grades, mais plusieurs soldats pour s'entraîner, et pour diffuser les valeurs militaires et ce qu'on peut faire dans l'armée en dehors d'un engagement classique dans l'armée d'active. Et ils sont réceptifs justement à ces valeurs de l'armée ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je pense que c'est des valeurs qui sont appréciées et qui sont parfois recherchées. Des personnes peuvent s'engager dans les armées pour... Et pourquoi justement ? Qu'est-ce qui attire ? Je pense personnellement, peut-être, qu'est-ce qui vous a attiré ? Avoir un cadre, avoir aussi un parcours de tradition dans notre engagement, c'est très important et je pense que ce sont ces deux éléments. Souvent, on parle de la rigueur, du cadre, du respect de l'ordre, et je pense que ce sont les raisons pour lesquelles certains s'engagent dans les armées. Très bien, merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers Vincent Lefloïc. Vous êtes, vous, le chef de l'établissement. Quelle était finalement la volonté en incluant autant de collégiens dans cette commémoration du 8 mai ? Alors les collégiens et les lycéens, puisque les élèves de l'ensemble de l'établissement sont mobilisés, mais c'est vrai que principalement avec nos élèves de 6e, 5e, la manifestation a un sens tout particulier ici à Sambin, grâce aussi à la mobilisation de la commune. Voilà, Guy Vasseur, le maire de la commune, est rentré dans le projet très rapidement. L'idée, elle est assez claire, c'est vraiment de transmettre à nos élèves. Pour la petite anecdote, moi, mes grands-parents habitaient à Ouistreham, donc sur les plages du débarquement, et j'avais demandé à ma grand-mère d'être présente pour aujourd'hui témoigner auprès des élèves. Voilà, mais elle est décédée la semaine dernière. Et moi, je suis très heureux de me dire qu'aujourd'hui, elle sait que d'autres transmettent, parce que tous ceux qui ont vécu, elle a vécu l'exode, elle était en région parisienne à ce moment-là. Le plus important, c'est que les choses ne se perdent pas, les souvenirs ne se perdent pas, parce que c'est vrai que c'est une page de l'histoire qui a structuré les années qui ont suivi et ce désir de paix. Et quand on travaille dans un établissement scolaire, bien sûr qu'il y a cette croissance intellectuelle qui est attendue, mais la croissance humaine et ce service de la paix, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, donc je pense que des moments où la nation s'est réunie pour permettre la paix, c'est essentiel de le transmettre dans nos établissements scolaires.
Cette expérience, on l'avait déjà vécue le 11 novembre 2014. Voilà, donc ça commence à dater un peu, il y a 11 ans. Et on avait fêté ensemble les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est un souvenir qui est fort pour tous les anciens élèves. Et on voulait vraiment permettre à la génération d'élèves actuels de le vivre aussi. Voilà. Et donc maintenant, c'est vous qui transmettez à la place de votre grand-mère ? Exactement, mais elle a transmis à une quinzaine d'arrière-petits-enfants. Et nous, on le transmet à 800 élèves. Donc voilà, le bien est diffusif de soi. Ça part beaucoup plus largement. Et c'est ce qui est génial dans une école, c'est cette possibilité de transmettre aux enfants. C'est ce qui nous tient à cœur aussi. Quand vous avez annoncé aux élèves, aux collégiens, aux lycéens qu'il allait y avoir une grosse journée comme ça dans laquelle ils allaient vraiment faire partie, quelle était leur réaction ? Très content. Puis après, on leur a dit que c'était le 8 mai. Donc un peu moins content, parce qu'on grille un jour férié. Non, mais on est humain quand même. Hein. Et en fait, non, je blague. J'ai été extrêmement touché de la très forte mobilisation des professeurs, des éducateurs qui acceptent de venir travailler un jour férié, des membres de l'équipe, que ce soit l'équipe d'entretien, mais enfin voilà, toutes nos équipes de vie scolaire, les professeurs, et puis des familles, parce qu'on a beaucoup de familles qui sont présentes aujourd'hui. On voit qu'on a pas mal de parents qui sont présents, l'association des parents d'élèves qui est représentée aussi, parce que ces projets, on les vit vraiment en synergie avec les parents. Et puis, le fait aussi d'essayer de proposer des témoignages qui soient adaptés aux âges. Au moment où nous parlons, les élèves de première terminale ont une petite fille de déportée qui est en train d'expliquer aussi ce qu'a vécu ses parents. Voilà, des choses qui sont plus faciles à entendre pour un public un peu plus âgé que les élèves de 6e, 5e. Il y a un amiral qui est en train de parler. Et puis, moi, je suis très, très heureux aussi d'avoir des militaires aujourd'hui qui sont en activité, qui sont là pour parler à nos élèves, parce que je crois que le drame, ce serait de penser que tout ça appartient à l'histoire, comme si les choses étaient réglées. Et en fait, si aujourd'hui on vit en paix, c'est parce qu'il y a des personnes qui œuvrent au quotidien, à l'extérieur de nos frontières et aussi au sein de nos frontières, au service de la paix. Voilà, donc grande joie. Très bien, merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers vous, Bruno Chauvenet. Vous êtes le directeur de l'enseignement catholique du Loir-et-Cher. Je voulais revenir aussi finalement sur évidemment ce devoir de mémoire. En quoi elle est importante cette journée, notamment pour les jeunes Cette journée est importante pour les jeunes parce que ça leur permet de voir que l'histoire, c'est pas il y a fort longtemps. Et qu'ils sont aussi ces témoins de l'histoire et ces passeurs de l'histoire. Donc c'est important qu'ils puissent s'enraciner dans l'histoire de notre pays, la France. Et je crois que ça permet aussi de transmettre les valeurs de la République. Et l'enseignement catholique est là aussi pour transmettre les valeurs de la République à côté des établissements publics. Et aujourd'hui, dans le Loir-et-Cher, plusieurs établissements scolaires privés et publics étaient présents au Monument aux Morts, dont tout à l'heure à Sambin et il y a ce matin à Pont-le-Voix. Au niveau de l'enseignement catholique du Loir-et-Cher, il y a 5 établissements scolaires qui sont gardiens de drapeaux orphelins, dont Sambin, qui 3 jeunes porteront ce drapeau devant le monument aux morts. Donc c'est important. C'est important aussi de faire du lien avec ce qui existe dans les 2 ministères régaliens, l'armée et l'éducation nationale. Aujourd'hui, à Sambin, ces 2 ministères sont réunis pour faire mémoire et pour surtout travailler pour la paix. Et je dirais encore un petit clin d'œil dans le Loir-et-Cher, c'est que les militaires d'Olivet présents viennent chaque année à la Ferté-Saint-Cyr pour célébrer la mémoire du père Brottier, le bienheureux père Brottier. Et donc là aussi, le père Brottier a été professeur, pas très loin d'ici, à Pont-le-Voix, il y a fort longtemps. Mais voilà, donc du lien, et ça c'est quelque chose d'important, et surtout faire en sorte que nos jeunes deviennent des ambassadeurs de la paix, parce que et qu'ils apprennent que là où il y a la haine, que je mette l'amour, comme disait saint François d'Assise. Et c'est ça, et je crois qu'aujourd'hui, dans un monde où la Troisième Guerre mondiale est mise en place, comme le disait le pape François, d'une manière morcelée, eh bien, il est important que nos jeunes puissent dire nous voulons la paix. Et aujourd'hui, en se commémorant du 80e anniversaire, eh bien, ils sont des artisans de paix. Voilà, donc c'est important et j'en suis fier. Très bien, merci beaucoup. Je vais bientôt clôturer cette table ronde avec vous, Madame Vannequier. Vous êtes, vous, une des parents d'élèves, représentant des parents d'élèves. Merci d'être avec nous. Quand vous avez entendu parler de ce projet, vous vous êtes très rapidement impliquée dans ce projet. Vous avez dit oui immédiatement ? Oui, évidemment. C'est un grand honneur de participer à cette commémoration. Et les parents d'élèves ont répondu présent comme à chaque fois. Donc certains ont participé à la logistique sur les différents sites, parce qu'il y a une très grosse logistique aujourd'hui. Donc merci Madame Busson qui a beaucoup participé à organiser cette belle journée. Certains parents ont également pu apporter un soutien financier, une aide, notamment pour les repas, ce genre de choses. Et puis n'oublions pas le témoignage de grands-parents en ce moment
à l'abbaye, puisque c'est vraiment important aussi que l'histoire s'incarne dans des vraies personnes que les élèves vont rencontrer. Donc oui, c'est une journée à laquelle on voulait vraiment participer. Vous, personnellement, en tant que parent d'élève, pour votre enfant, vous estimez que c'est nécessaire ? Oui, évidemment. Évidemment, il y a un devoir de mémoire, ça c'est certain, et une nécessité aussi de partager des valeurs avec leurs camarades. On disait tout à l'heure, finalement, la Seconde Guerre mondiale, c'est pas tant dans le passé. Est-ce que ça, c'est aussi un peu une volonté de dire que c'est quand même un peu la situation géopolitique actuelle avec vos enfants ? Malheureusement, je pense que les guerres sont de toutes les époques, donc il ne faut pas oublier et essayer au contraire d'apprendre de ces erreurs. Et quand vous parlez avec ces enfants, justement, est-ce qu'ils comprennent ça ? Beaucoup plus quand ils peuvent justement avoir des témoignages. Ça paraît beaucoup plus concret. C'est sinon assez difficile pour des enfants jeunes de comprendre la vie, ne serait-ce que la vie quotidienne. Donc c'est un travail sur le long terme peut-être ? Effectivement, je pense que ça peut être un rendez-vous à renouveler l'année prochaine par exemple ou les années suivantes. Très bien, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission spéciale sur RCF Loir-et-Cher. Écoutez la journée du bon pied. Écoutez la vie du bon côté. Écoutez aussi le verre à moitié plein. Écoutez plus loin que le bout de son nez. Écoutez RCF. La joie se partage.